Chers auditeurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Après quelques mois en dehors de la Mandélsie, il est temps de repartir dans cet univers pour une troisième Valamir Story. Installez-vous confortablement, servez-vous un petit chocolat chaud et laissez-vous transporter par le son de ma voix. Chers amis, nous repartons ensemble en Mandélsie pour une première rencontre. Après plusieurs mois de dur labeur sur ma thèse, je décidai de changer d'environnement dans l'espoir de retrouver un semblant de motivation pour aller au bout de cette ultime étape de mes études. Pour ce faire, je me rendais dans la maison de vacances de mes grands-parents. Celle-ci était située dans un petit port de pêche de la côte ouest de la Crocovie, à environ 3 heures de route de Sélite. Le village se nommait Sainte-Marie-Coprine. À l'écart du port se trouvaient de nombreuses criques reliées les unes aux autres par un chemin longeant la mer. La maison de vacances de mes grands-parents se trouvait à quelques encablures de l'une d'elles. Mes journées se ressemblaient toutes. En cette fin de printemps, je me levais aux aurores et abattais mes 7 heures de travail sur ma thèse pratiquement d'une seule traite. Je ne m'octroyais qu'une courte pause pour prendre un petit déjeuner ou un café. Vers 13 heures, je préparais mon repas du midi, et après une courte sieste réparatrice, ma deuxième journée pouvait enfin commencer. Afin de retrouver ma motivation, ma thérapie consistait à m'adonner à certaines de mes passions, le jardinage et l'écriture. Je passais généralement l'après-midi à tailler les haies et les arbres du jardin familial. Vers 18 heures, je me rendais sur les hauteurs de la crique de l'Époura, une plage à proximité. Je me posais, là, sur un banc dominant la crique. Le soleil couchant passant sous la cime des arbres me chauffait légèrement le dos. Je m'installais et commençais à rédiger les récits de mes aventures en Mandélsie continentale, les oreilles bercées par le bruit des vagues et par le chant des oiseaux. C'est lors de l'une de ces soirées que je la rencontrai pour la première fois. Nous étions le mardi 17 décembre 2013. Comme à l'accoutumée, je me rendais sur mon banc surplombant la crique de l'Époura. Je m'installai en tailleur, sortais mon carnet de voyage ainsi que mon cahier d'écriture et entrepris de me replonger dans mes expéditions des 2 étés passés. Ce jour-là, la brise marine était particulièrement prononcée et la température à peine de saison pour un mois de décembre. Ma veste suffisait à peine à me couper du vent. Naturellement, la plage, située en contrebas, était presque déserte. En fait, il n'y avait qu'une personne. De loin, je devinais à sa longue chevelure cendrée qu'il s'agissait d'une femme dont j'avais du mal à déterminer l'âge. Vraisemblablement était-elle assez jeune. Emmitouflée elle aussi dans un pull noir et une sorte de plaid, elle semblait s'adonner à quelques exercices de méditation. Je restai quelques instants à la regarder de mon lointain point d'observation. Je plongeai ensuite dans mes carnets et commençai à écrire. Il s'agissait ici des notes de mon 3e voyage en Mandélsie. J'y avais visité la merveilleuse cité de Larçay, une des plus grandes métropoles du pays. Le centre-ville était doté d'innombrables curiosités que j'avais scrupuleusement consignées dans mes carnets. J'essayais d'organiser cela en un récit complet traitant des curiosités mandéliennes. Je tombais également sur quelques vers écrits à l'occasion d'une balade au milieu des cultures en terrasse qui font face à la cité. Cette partie de la ville était probablement celle qui marquait le plus ses visiteurs. Depuis ces champs, toute la ville était visible. Les cultures de lavande et de citronnelle, typiques du climat médigécien, répandaient leur parfum dans toute la baie. Ces odeurs se mêlaient à celles de l'air marin. Je retrouvais d'ailleurs ces senteurs sur les côtes de Sainte-Marie-Coprine. Elles m'évoquaient mes étés d'enfance en ces lieux. Petit, je passais en effet mes étés sur la plage de l'Époura à faire des châteaux de sable et à m'imaginer d'épiques batailles entre royaumes imaginaires. Absorbé dans mes souvenirs, je levai la tête quelques instants et contemplai la plage. J'en vins à scruter plus attentivement les mouvements de la jeune femme. Après des gestes m'évoquant se pratiquer pour des exercices de respiration, elle se mit à genoux, posa ses mains sur le sable, puis tenta de basculer son corps à la verticale. Quelques tentatives infructueuses passées, elle réussit à se maintenir parfaitement droite, en appui sur sa tête et ses avant-bras. Elle resta dans cette position plusieurs minutes. Ses fines jambes alternaient entre plusieurs positions, tantôt parfaitement dans l'alignement de son corps, tantôt pratiquement à l'écart. Elle passait d'une posture à l'autre lentement, avec une certaine grâce et une facilité apparente assez déconcertante. Absorbé par ce ballet, j'en oubliais mes récits. Je restais ainsi de longues minutes à regarder sa fine silhouette se mouvoir et faire preuve de bien de souplesse.
Elle quitta ensuite cette position horizontale pour faire quelques étirements, d'abord au sol, puis debout, tenant l'équilibre sur une jambe et amenant l'autre pratiquement au niveau de sa tête. Une fois terminée, elle rangea les quelques affaires qu'elle avait, puis s'arrêta, debout, le regard fixé sur la mer. J'en fis de même depuis mon promontoire. Le vent était suffisamment prononcé pour que des vagues avoisinant 1 mètre de haut se forment. Elles charriaient les odeurs venues de la mer, une odeur saline à laquelle se mêlait celle des lavandiers et des tourneselles des champs voisins. Le temps était comme suspendu au rythme des vagues. Après un moment, la jeune femme s'affaira, visiblement décidée à braver ce temps assez peu clément pour aller se baigner. Elle ôta son survêtement, découvrant ainsi un maillot de bain rouge et ses jambes. Elle enleva ensuite son pull. Elle s'arrêta, un instant, semblant hésiter face aux rafales de vent qui s'intensifiaient à l'approche du crépuscule. Finalement, décidée, elle enleva son débardeur, laissant apparaître son dos et sa poitrine. Elle courut ensuite vers la mer et se jeta dedans sans une once d'hésitation. Je la regardais nager, là encore avec beaucoup de grâce. Sans savoir pourquoi, j'avais envie d'en savoir plus sur elle. Comment s'appelait-elle? Était-elle d'ici ou d'ailleurs? Quel âge avait-elle? Quelles étaient ses passions, ses goûts, ses aspirations? Bref, qui était-elle? Je savais cependant que je n'aurais jamais le courage de descendre de mon banc et de tenter de l'aborder. Je ne savais d'ailleurs pas comment m'y prendre, comment ne pas paraître déplacé, ni même ne serait-ce comment engager une conversation. La peur, sans doute. Je renvoyais cette idée au fond de moi, me faisant une raison. Elle ne m'avait probablement pas remarqué, et l'idée d'aborder une inconnue me sembla tout d'un coup très mauvaise. Résolu à oublier, je me remis à mon écriture. Les notes que je tentais de mettre au propre concernaient une curiosité de la ville de Larçay et de ses environs. Il s'agissait des grands viaducs qui partaient du sommet du centre-ville ou des cultures en terrasse qui rejoignaient la mer. Ceux-ci étaient d'une bonne largeur, environ 4 à 5 mètres, et hauts de 40 à 45 mètres selon les cas. Ils avaient été construits lors de l'âge d'or de la République de Genèse au XVIIIe siècle. Apparemment, ils étaient toujours utilisés de nos jours, non pas pour transporter de l'eau, mais des marchandises. Les viaducs des champs permettaient d'acheminer les récoltes jusqu'aux différents ports par un ingénieux système de canaux et d'écluses à l'intérieur des viaducs. Dans le centre-ville, c'était globalement le processus inverse. Les marchandises arrivaient dans les différents ports bordant cette partie de la ville et étaient hissées jusqu'au sommet où se trouvait le palais de l'édile. L'eau qui coulait dans ces canaux était remontée jusqu'au point le plus haut grâce à un système de vis sans fin actionné par des machines à vapeur. De mon point de vue, il s'agissait là d'une merveille du génie humain. Une dizaine de minutes s'étaient écoulées avant que mon attention soit de nouveau attirée par la jeune femme sur la plage. Elle sortait tout juste de l'eau en courant pour tenter d'échapper au froid. Elle s'enroula dans sa serviette, laquelle la réchaufferait sans doute plus que son simple bas de maillot de bain. Elle resta debout ainsi vêtue, face à la mer, de longues minutes. De nouveau, l'irrésistible désir de la connaître se manifesta. D'aussi loin que je la voyais, elle me semblait être une personne déterminée, forte de caractère, mais renfermant aussi une certaine sensibilité. Le soleil descendait peu à peu sur l'horizon, renforçant la mélancolie qui m'atteignait. Elle se rhabilla, rangea sa serviette, prit son sac et marcha en direction du chemin qui menait à la plage. Sans doute par crainte qu'elle me voie l'observer, je détournai le regard, feignant d'être absorbé dans mon écriture. M'avait-elle vu? M'avait-elle remarqué? Je n'aurais probablement jamais la réponse à ces questions, puisqu'au moment où je relevai le regard, elle avait quitté la plage. À moitié concentré, je me remettais à la rédaction de mes aventures jusqu'à ce que le soleil soit entièrement passé sous l'horizon. Sur le chemin du retour, les regrets me gagnèrent. J'aurais dû descendre sur cette plage, tenter de l'aborder quitte à être éconduit. J'aurais ainsi eu la certitude de ne pas passer à côté de quelque chose, et ce, quelle que soit sa réaction. Le regret se transforma en colère. J'étais en colère contre moi et cette incapacité à aller vers les autres, dès lors qu'un brin de sentiment s'en mêlait. Car ce n'était pas parler aux autres qui me posait problème. Je le faisais régulièrement devant des milliers de personnes à la radio ou en conférence. C'était bien dès lors que des sentiments s'immisçaient que ça en devenait un. Ce blocage, devenant presque phobique, me mettait régulièrement dans ces états. Après un repas sans saveur, je me couchais, pensant que, peut-être, dans mes rêves, je ferais ce que j'ai été incapable de faire en réalité. Des rêves, il n'y en eut pas. Je me levai aux aurores, comme à mon habitude, en tentant de ne pas raviver les souvenirs de la veille. Après mes 7 heures de travail quotidien,
je m'attelai à ma séance de jardinage. Aujourd'hui, il me fallait faire une petite coupe de printemps au grand geôle pleureur situé devant la maison. Vers 17 h, soit un peu plus tôt que les autres jours, je me dirigeai vers la crique de l'Époura pour ma séance quotidienne d'écriture. Peut-être avais-je aussi l'espoir que la jeune femme aperçue la veille soit de nouveau là. Je m'installai au même endroit et sortais mon matériel, mes carnets, et faisais le point sur ce que j'avais écrit. Un seul paragraphe venait compléter le récit de mon voyage à Larçay, et fermement décidé à être plus productif, je me remettais au travail. Le temps était globalement meilleur. Le soleil dominait largement, même si quelques nuages passaient de temps à autre. Une légère brise soufflait et équilibrait la température avec le soleil. Pour autant, la plage était vide. Personne ne s'y prélassait. Il faut dire qu'un mercredi d'été, alors que l'heure des vacances n'avait pas encore sonné et que Noël approchait, ce n'était pas vraiment un jour à aller à la plage. 3/4 d'heure passèrent et j'écrivis 2 bonnes pages. Je prenais une petite pause, dégustais quelques galettes Saint-Lécime et profitais de ce moment si agréable. Je portai mon regard en direction de la plage. Elle était là, apparue comme par enchantement. Elle était là, à l'exact emplacement où elle s'était installée la veille. Mon cœur s'emballa, je restai suspendu à la regarder. Une scène similaire à celle de la veille se joua alors. Elle s'allongea sur le sable, absorbée dans un livre. Pendant ce temps, je tentais de me remettre à mon travail, jetant un regard de temps à autre sur la plage, et avec les pensées plus absorbées par ce qu'elle faisait que par ce que j'avais à faire. Elle se mit ensuite à répéter ses exercices de respiration et de souplesse, faisant preuve une nouvelle fois d'une parfaite maîtrise de son corps. Bien 1 heure après son arrivée, elle alla se baigner, toujours uniquement vêtue de son bas de maillot de bain rouge. Elle m'inspirait confiance et admiration. Confiance, car d'aussi loin que je la voyais, tout n'était que grâce et légèreté dans ses mouvements. Pas un geste brusque, des pas aussi légers les uns que les autres, et des postures montrant une certaine sérénité. Admiration aussi, car dans notre époque si prude, où le corps des femmes est instrumentalisé, où une femme qui se dénude est tout de suite traitée de tous les noms, elle n'hésitait pas, s'assumant pleinement. Je sentais une réelle assurance et de fortes convictions dans sa démarche. Peut-être avait-elle d'importantes responsabilités. Pendant sa baignade, de nouvelles questions émergèrent, et le désir de la connaître se faisait plus intense encore. Absorbé dans mes pensées, tentant d'échafauder 1001 stratégies, m'imaginant des dizaines de scénarios pour l'aborder, je ne la vis pas sortir de l'eau ni quitter la crique. Elle était partie, et je n'avais pas encore eu le courage de descendre sur la plage. De nouveau, je rentrai chez moi, gagné par un sentiment mélange de tristesse et de colère. Le même manège recommença le lendemain, avec toujours un résultat aussi pitoyable. Le surlendemain, je me rendais une nouvelle fois aux abords de la plage, avec toujours la ferme intention d'écrire et de travailler, mais aussi avec l'impatience de rejouer la scène des jours passés, en tentant d'en changer la fin. Ce jour-là, cependant, elle ne vint pas. La plage resta déserte durant les 4 heures où j'y étais. Vers 20 h, bien plus tard qu'à l'accoutumée, je me résolvai à rentrer chez moi. Cette fois, c'était certain. Je ne la reverrai plus jamais. Le week-end arriva. Afin de me préserver, je m'imposai de ne pas travailler sur ces 2 jours. Je me levai un peu plus tard, vers 7h30, m'habillai et partais pour un petit footing à jeun. La journée s'annonçait magnifiquement ensoleillée. L'air était encore frais, mais quelques foulées à vive allure suffirent à me réchauffer. Après 25 minutes de course, j'enchaînai avec une petite séance de gainage. Il était ensuite temps de prendre le petit déjeuner. Installé en terrasse, un café corsé à la main, je repensais à cette rencontre des jours passés. Rencontre qui n'en était d'ailleurs pas une, puisque je ne savais rien de cette personne. Le petit déjeuner terminé, ces idées s'évadèrent et je m'attelai à diverses activités ménagères. Linge, ménage, courses. Après un bon repas et une bonne sieste, je descendais à la plage. Le week-end, les habitants de la capitale gagnaient leur résidence secondaire de la côte. Le petit village de Sainte-Marie-Coprine devenait une véritable ville animée. Les plages se retrouvaient bondées, et ce d'autant plus lorsque la météo s'annonçait estivale.
Une des spécificités de la côte ouest de la Crocovie était d'offrir tout un tas de rochers en bord de mer. Ceux-ci étaient accessibles à pied, mais restaient suffisamment escarpés pour dissuader le promeneur lambda. C'était un véritable havre de paix au contact de l'océan pour qui s'y aventurait. C'était donc l'endroit idéal pour trouver un peu de calme tout en profitant du grand air du large. Avec un peu de chance et de témérité, on pouvait même trouver de petites criques abritées du vent et inaccessibles autrement qu'après un parcours semé d'embûches au milieu des rochers. Là aussi, j'avais mon spot attitré. Un petit peu à l'écart de la plage de l'Epura se trouvait un rocher en forme de proue de navire. De cet endroit, on dominait la mer tout en étant pratiquement à son contact. Les jours de houle modérée, les embruns de la mer humidifiaient légèrement le visage du badaud qui s'y installait. En ce samedi après-midi, la mer était telle un lac d'huile. Le sommet du rocher offrait une surface relativement plane et constituait un cadre idéal pour passer un après-midi à dessiner. Je m'y rendais, emportant avec moi mon carnet de dessin, un crayon de bois et une gomme. Je laissais alors libre cours à mon imagination. Et ce jour-là, j'inventais des fleurs. Drôle de dessin, me diriez-vous. J'éprouvais une certaine satisfaction à concevoir ces petits éléments qui, petit à petit, bâtissaient un univers bien plus vaste. Absorbé dans mon ouvrage, rêvant ce monde alternatif merveilleux, je n'entendis pas la personne qui s'approchait derrière moi. Bonjour, Me lança une voix féminine, tentant de dissimuler une certaine gêne. cela vous dérange si je m'assieds à côté de vous? Ce point de vue est vraiment unique, et j'ai bien peur que les autres endroits aient été envahis de toutes parts. Je me retournai et restai interdit. C'était elle, cette silhouette que j'avais observée ces derniers jours et qui m'avait retourné le cerveau. Mon rythme cardiaque s'emballa. Je ne savais quoi répondre. Pourtant, c'était relativement simple. Après bien une vingtaine de secondes de flottement, j'essayai d'articuler quelques mots. Ah, bien sûr, ce rocher est suffisamment grand pour deux. Tout dans ma tête se télescopait. Des milliers de questions surgissaient chaque seconde. C'était une chance, un hasard improbable, un signe. Je devais tirer parti de cette rencontre fortuite. J'échafaudais alors de nouveau des dizaines de scénarios, contenant avec beaucoup de mal mon état, mélange d'excitation et de stress. Je dissimulais à peine les coups d'œil en biais que je lui lançais. Elle était là, assise à côté de moi, à peine 1 mètre de distance. Elle était là, admirant la mer, assise en tailleur sur une petite serviette couleur bleu azur. Elle était là, regardant l'horizon, le dos bien droit, paisible. Tout l'inverse de moi. Peut-être avait-elle senti quelque chose, ou peut-être s'était-elle sentie regarder. Il faut dire que je n'étais pas particulièrement discret. Toujours est-il qu'elle me demanda. « Vous venez régulièrement ici ?» Sa voix était douce, avec un léger accent évoquant les îles tropicales mandésiennes. Cependant, son intonation trahissait une fausse question. Visiblement, sa venue n'était pas que due au hasard. Elle savait que j'étais venu ici régulièrement ces derniers jours, et que je n'habitais probablement pas très loin. Dissimulant tant bien que mal ma timidité, je lui répondis. Je suis ici pour quelques semaines, et viens pratiquement tous les soirs pour me ressourcer aux abords de cette crique, tantôt ici, tantôt sur les hauteurs de la plage. Je m'interrompis quelques instants avant d'ajouter d'une voix peu assurée. Et vous, je veux dire, vous habitez dans le coin ? Non, pas vraiment. Je suis ici en vacances pour quelques jours, après avoir passé une semaine en congrès à Sélite. Ah, le hasard engendre parfois des choses assez amusantes. Figurez-vous que j'habite cette ville. Ah, effectivement, voilà qui était étonnant. D'où venez-vous, du coup ? Oh, eh bien, d'assez loin, à vrai dire. On ne peut pas dire que ce soit une destination très touristique et très ouverte sur le monde. Je viens d'une ville du nord de la Mandésie, du nom d'Olgoradok. Elle s'interrompit, ce qui me laissa le temps de chercher dans mes pensées. Ce nom me disait quelque chose. Ce n'était pas une ville que j'avais visitée, mais il me semblait en avoir entendu parler à plusieurs reprises dans de vieux documents dénichés à la grande bibliothèque de Teyde lors de mon premier voyage sur le continent. Soudain, je me souvins. Eh bien, je n'y suis jamais allé, mais ce nom me dit quelque chose. S'agirait-il de la capitale du royaume de Fémicie, ce petit archipel du nord du pays ? C'est tout à fait ça. Je suis assez surprise que vous connaissiez ces lieux,
car ce n'est pas une zone très ouverte ni très connue. Je crois même savoir que la plupart des livres de géographie n'en font même pas mention, tant ses habitants vivent reclus. D'où connaissez-vous cela? Oh, je ne prétends pas connaître cette ville, ni tout cet archipel. J'en ai uniquement eu l'évocation dans de vieux bouquins. Voyez, je me passionne pour tout ce qui a un lien avec les légendes mondésiennes, et beaucoup de textes anciens mentionnent le royaume de Fémis, tout en restant, à vrai dire, assez évasifs sur le sujet. Pour vous dire, on croirait même parfois qu'il s'agit d'un royaume légendaire, tant il est difficile de savoir quoi que ce soit à son sujet. Hé hé, je peux vous assurer que cette ville et ce royaume existent bien. Mais vous avez raison. Nous autres Fémoïtes sommes très renfermés, depuis au moins un siècle et demi. Avez-vous un but particulier en étudiant tous ces textes, ou est-ce juste de la curiosité? Un peu des deux, à vrai dire. J'essaie juste de déterminer où se trouve la frontière entre réalité et légende. Et peut-être que cela me mènera quelque part. Cependant, du fait des difficultés de circulation en Mandélésie continentale, mes recherches s'avèrent des plus complexes. D'où mon étonnement lorsque vous annonciez que vous veniez de ce royaume insulaire. Sans paraître trop indiscret, comment êtes-vous venu? Oh, je possède un navire capable de voyager rapidement et en toute sécurité sur toutes les mers du globe gécéen. Vous savez sans doute qu'en Fémicie, nous sommes d'assez bons navigateurs, et que nos navires ont écumé les océans des siècles durant. Eh bien, je suis venu à bord de l'un d'entre eux. Ces mots résonnèrent dans mon esprit et appelaient de nombreuses questions. Qui pouvait-elle être pour posséder un tel bâtiment? Sans doute une personne d'importance pour ce petit royaume. Tandis que mes pensées se bousculaient, un silence un peu gênant s'installa. Je ne savais quoi répondre. Au bout de quelques dizaines de secondes, qui parurent une éternité, je décidai de tenter d'en savoir un peu plus sur elle. Son origine atypique m'intéressait. Pour vaincre ma timidité légendaire, je tentai de raccrocher cette investigation au domaine que je maîtrisais. Et de quel type de navire s'agit-il? Pour tout vous dire, les légendes portant sur le royaume de Fémicie sont parfois si extravagantes qu'on a du mal à les croire. Celles sur les navires fémoïtes notamment sont invraisemblables. On leur prête des capacités de navigation et d'armement hors normes et ne correspondant à aucun standard. Avant de répondre, elle sembla hésiter un moment. Si vous avez consulté les ouvrages de la grande bibliothèque de Teyde, alors oui, certains exagèrent franchement. Ils nous font passer parfois pour des pirates des océans dénués de toute morale. Cependant, ils se basent sur des faits bien attestés à l'époque de leur écriture. La marine fémoïte était supérieure en tout point aux marines nationales génésiennes et crossovites. Elle s'interrompit et s'approcha un peu de moi. Elle ajouta à voix plus basse. Voyez-vous au loin l'immense navire doté de 5 mâts? Elle pointait discrètement un doigt en direction du nord-ouest. Là, un navire, à l'envergure impressionnante, mouillé. On distingue assez mal, mais oui. Serait-ce votre navire? Elle acquiesça. Il s'agissait de l'un des plus grands et anciens voiliers du monde. Ce navire et ses frères jumeaux étaient jadis connus sous le nom de classe Itirvel 7. Ils étaient en leur temps les plus rapides et les mieux armés de cette partie du monde. Je réalisais toute l'implication que cela avait. Elle devait, à minima, être membre du gouvernement du royaume de Fémis, ou militaire de haut rang pour pouvoir se déplacer avec ce bâtiment. Je vous demanderai juste de garder cela pour vous. Je suis ici pour me ressourcer un peu avant une période qui sera sans doute marquée par de grands chamboulements en Mandélésie. Aussi, je tiens à ne pas être trop dérangé. Après l'avoir assuré que je ne dirais rien, nous reprîmes notre discussion de manière assez naturelle. Je la questionnai sur le royaume dont elle venait, sur son parcours, sans pour autant aborder sa position actuelle. Elle me demandait ce que je faisais, et qu'est-ce qui avait fait naître chez moi cette passion pour l'histoire de notre pays. Elle était très avenante, semblait s'intéresser vraiment à ce qui m'animait. Cela me mettait à l'aise et m'emplissait de joie, tant cela était rare dans mon quotidien. Une certaine admiration mutuelle naissait. Nous avions tous deux un côté aventurier. Elle se montrait très intéressée par les expéditions que j'avais déjà menées malgré mon jeune âge. J'appris qu'elle-même avait parcouru de long en large, très jeune, à pied, son royaume, qu'elle avait également un parcours universitaire atypique et qu'elle avait côtoyé les plus hautes sphères de gouvernance de la Fémicie. Elle avait 27 ans, soit 9 ans de plus que moi. Elle était admirable. La journée avait été belle.
si bien que nous restâmes à discuter de longues heures durant, jusqu'à la tombée de la nuit. Au moment du coucher du soleil, nous nous tûmes sans avoir à se le dire. Nous contemplions l'horizon et ce ciel formant un dégradé parfait. Le temps semblait suspendu. Au fil de l'après-midi, nous nous étions mécaniquement rapprochés l'un de l'autre, si bien qu'elle n'était plus qu'à quelques centimètres de moi. Je ne la connaissais pas au petit matin, et savais désormais beaucoup d'elle, comme s'il s'agissait d'une vieille amie, avec qui on avait passé toute sa vie. Une amie dont je ne savais pourtant pas encore le nom. Aux dernières lueurs de l'astre solaire, je rompis le silence. Au fait, je ne crois pas vous avoir demandé votre nom. Elle tourna la tête et me regarda tendrement quelques secondes. Justine, c'est ainsi que je me prénomme. Quant à mon nom, je crois que vos capacités de chercheur vous permettront de le déduire si je vous montre ça. Visiblement, elle avait tout compris de moi. J'aimais les mystères et les énigmes. Elle se leva, découvrit sa cheville gauche, laissant apparaître 2 symboles tatoués. Le premier m'évoquait une organisation censée être disparue. Il s'agissait d'une sorte de confédération secrète, gardienne des valeurs républicaines à l'époque où ce pays était une république, l'ordre Jalumai. Le second représentait un S, constituant la queue d'une salamandre. Celui-ci se trouvait au milieu de 2 personnages, entourés de brins de lavande symbolisant l'unité entre les humains et la nature. Ce symbole représentait les armes de la famille de Salamille, famille fondatrice du royaume de Fémie. Alors, cher enquêteur, votre conclusion ? Me questionna-t-elle avec un air malicieux. Je pense avoir reconnu les 2 symboles sur votre cheville gauche. Si je suis assez interrogatif sur la signification du premier, le second me fait dire que vous êtes très probablement une descendante des fondateurs du royaume de Fémie. Votre nom est donc Fémie de Salamille, ou de manière plus courte, de Salamille. Je suis très impressionné. Bravo à vous. Connaître jusqu'à la symbolique des familles mandélusiennes, vraiment bravo. Et vous, pour le coup ? Alfred, et je ne pourrais pas être aussi énigmatique que vous sur mon nom de famille. Je m'appelle Alfred Valamir. Je me levai à mon tour et rassemblai mes affaires. La fraîcheur commençait à se faire sentir. Tandis que nous regagnions la plage au travers du dédale de rochers, nous continuions à discuter. Elle me parlait enfin de son rôle au sein du royaume, et je lui racontai les dernières avancées de ma thèse. Après quelques minutes, nous atteignîmes la plage, que nous traversâmes. Arrivé au bout de celle-ci, le moment de se quitter arriva. Pour moi, c'était une épreuve. Si Justine avait réussi à me mettre à l'aise en entamant la discussion, il n'en était pas de même à ce moment-là. Elle me regarda un moment, visiblement aussi embarrassée que moi. Commençai-je. Je parle demain, me coupa-t-elle. Comment ? Pardon, je disais que mon séjour en Crozovie s'achève demain. Un silence s'ensuivit. Bien évidemment, j'avais eu l'espoir de pouvoir la revoir dans les jours à venir, mais je devais me faire une raison. Je ne la reverrais sans doute jamais. Aussi, je me résignai. Du moins, en apparence. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage du retour. Cela fut un réel plaisir de faire votre rencontre. Merci. Le plaisir est partagé. Je suivrai vos travaux avec intérêt si toutefois ceux-ci parviennent à dépasser les frontières de mon royaume. Bonne soirée à vous. Vous de même. Sur ces mots, nous prîmes chacun le chemin de notre résidence. En remontant le chemin, j'esquissais régulièrement quelques furtifs coups d'œil en arrière et la voyais s'éloigner. J'avais été en dessous de tout. J'aurais pu au moins émettre le vœu de la revoir, de la rencontrer de nouveau en d'autres circonstances. Mais non. Il aurait pour cela fallu se dévoiler, montrer une certaine sensibilité, mais au lieu de ça, j'étais resté froid, banal. Vous de même, me répétai-je. Ces mots résonnaient dans ma tête. On aurait dit que je saluais mon postier, et non une personne qui m'avait bouleversé jusqu'au plus profond de moi. Je rentrai chez moi, avec ce sentiment d'avoir encore raté quelque chose. Bien que je sache qui elle était, les chances de la rencontrer à nouveau étaient infimes, tant le lieu d'où elle venait était isolé. Le lendemain matin, je prenais mon petit déjeuner lorsque le téléphone sonna. C'était mon grand-père qui venait aux nouvelles. « Alors, mon petit gars, comment vas-tu ?»« Bien, bien, et vous ?»« Oh, tu sais, nous avons hâte de venir à Sainte-Marie-Coprine au mois de janvier. La chaleur devient insupportable à Silite.
Oh, je vous comprends. Grand air marin rend les chaudes journées d'été bien plus agréables. As-tu pensé à relever le courrier? Tiens, non, je vais faire ça juste après. Normalement, il doit y avoir que de la pub, mais au cas où. Après ce petit interlude téléphonique, j'allais relever le courrier et en effet, la boîte était pleine de publicité. Sur le dessus, il y avait une lettre. Je l'examinai de plus près et fus surpris de voir qu'elle m'était adressée. Il n'y avait ni expéditeur, ni timbre. Je l'ouvris et y lus ces mots. Cher Alfred, je me dois avant toute chose de m'excuser. Je vous ai discrètement et un peu lâchement aussi suivi hier soir afin de pouvoir vous faire parvenir éventuellement ce pli. Cela peut vous paraître un peu incongru. D'ailleurs, peut-être vous me trouver un peu inconvenante avec cette lettre. Je vous prie de nouveau de m'en excuser et vais tenter de m'expliquer. Après vous avoir suivi et relevé votre adresse, je suis rentré là où je séjourne, un peu déboussolé, je dois vous l'avouer. Sachez que d'ordinaire, je ne suis pas forcément quelqu'un qui spontanément va vers les autres, ou tout du moins en dehors de mes fonctions publiques. Et hier, car oui, je vous écris tard dans la nuit, après de nombreuses heures de questionnement, rien de tout cela ne s'est déroulé. Nous avons lié conversation naturellement, même si je vous ne cache pas que l'effort pour vous aborder fut conséquent. En ce qui me concerne, j'ai ressenti quelque chose, je ne saurais dire quoi, mais quelque chose qui m'a secoué et bouleversé au plus profond de moi. Je ne sais si vous partagez ce sentiment. Néanmoins, si par ces quelques mots je ne vous ai pas trop indisposé, je me permets de vous laisser des coordonnées auxquelles vous pourrez m'écrire. Il s'agit d'une boîte postale située à Sélite. Si vous m'y écrivez, soyez assurés que votre message me parviendra, que je le lirai et que je vous répondrai avec le plus grand soin et la plus grande passion. Dans l'espoir de vous lire et peut-être de vous revoir un jour, Justine de Saramille. Je restai de longues minutes à lire et à relire cette lettre. Dans l'enveloppe, Justine avait glissé une petite médaille. Sur la face était gravé le même symbole que celui qui était tatoué sur sa cheville. De l'autre côté, on pouvait y lire une adresse, effectivement à Sélite. Un sentiment de soulagement m'envahit. J'allais pouvoir lui écrire et la lire. Je m'écroulai et pleurai de joie. C'était le début de notre histoire. Une histoire magnifique, complexe, difficile, faite de moments de bonheur intenses, mais également de moments de crainte et d'inquiétude. Une histoire dans laquelle nous serons parfois proches, parfois éloignés, mais toujours ensemble. Une histoire qui nous unirait toute notre vie, et jusque dans la mort, notre histoire. Bien, j'espère que vous avez apprécié cette troisième Valamir Story. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à l'aimer, la partager surtout, et à faire connaître un petit peu ce travail. On se retrouvera d'ici quelques mois pour eh bien une quatrième histoire, une petite série a priori que je suis en train d'écrire, qui se passera normalement dans les pôles. Je n'en dis pas plus, mais ça devrait arriver plutôt aux alentours de Noël, peut-être sur un format assez proche de celui de l'année dernière, donc du 1er au 24 décembre. Merci dans tous les cas d'avoir écouté cette histoire, et on se retrouve donc dans quelques mois pour une nouvelle Valamir Story. Allez, à bientôt.